Aujourd'hui, je vous propose d'adresser un sujet qui concerne la moitié de l'humanité, rien que ça, et qui pourtant est encore très tabou. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler des menstruations. En préparant cet épisode, j'ai essayé de comprendre d'où venait ce tabou autour des règles et depuis combien de temps existait-il. Heureusement, grâce aux études et aux travaux menés par différents anthropologues comme Françoise Héritier ou encore Alain Testard, j'ai très vite obtenu les réponses à mes questions. Il semblerait que le tabou autour des menstruations date du néolithique et de l'instauration du patriarcat dans les sociétés humaines. Si le tabou autour des règles semble aujourd'hui moins établi dans nos sociétés, il reste encore bien présent. En effet, selon une étude menée par l'ONG Plan International France avec Opinionway en mai 2022, 35% des adolescentes disent avoir honte d'avoir leurs règles. Nous, chez Basilic, on aime bien écrire de nouvelles histoires. Moi, personnellement, je rêve d'une société où les règles ne seraient pas tabous et où les publicitaires n'essaieraient pas de nous vendre des protections périodiques anti-odeur, blanchies au chlore et dangereuses pour notre santé. Heureusement que Natracare existe pour nous proposer des protections périodiques bio et naturelles qui sont complètement safe pour notre santé et pour nos parties intimes. Cette semaine, j'ai donc le plaisir de vous proposer un épisode pensé en étroite collaboration avec Natracare. Un immense merci à toute l'équipe de Natracare de soutenir le travail qu'on fait chez Basilic et l'écriture de ces nouveaux récits. Ensemble, nous pouvons briser le tabou autour des règles. Il suffit d'écouter la chanteuse Marguerite en tournée à Rennes pour comprendre que la révolution a déjà commencé. J'ai mes règles, mais genre... J'ai tellement mal. Genre, pourquoi? Qui a inventé ça? Le corps, il est différent, c'est difficile de se connecter à son corps dans ces moments-là. Les personnes menstruées dans la salle sauront de quoi je parle. Alors cette semaine, pour parler de nos règles et de nos menstruations, je reçois Éléonore Jacopin, créatrice de l'application mobile Jamie App. Éléonore a conçu une application à destination des jeunes filles entre 11 et 18 ans, dédiée à la santé et à l'éducation menstruelle avec des données sourcées, vérifiées et validées par le corps médical. Éléonore a eu l'idée de créer cette application lorsque sa nièce de 12 ans a eu ses premières règles. Aujourd'hui, Jamie App est utilisée par plus de 30 000 utilisatrices et l'application a été téléchargée dans plus de 100 pays. C'est absolument colossal. Je vous laisse découvrir cet épisode et écouter Éléonore nous partager les premiers constats qu'elle a pu dresser suite au retour des 30 000 utilisatrices de Jamie. Allez, bonne écoute! Alors nous, ce qu'on a remarqué au travers de l'usage de l'application, en fait, c'est que l'arrivée des premières règles génère la plupart du temps de l'anxiété, de l'angoisse et de la peur. Et c'est la raison pour laquelle les ados et notamment les parents, surtout la maman, en fait, sont amenés à chercher une solution pour informer, éduquer leurs filles et surtout les rassurer dans cet événement de la vie qui malheureusement est encore très mal accompagné. Et donc nous, avec Jamie, en fait, notre point de départ, c'est d'être là dès ce premier événement, donc les premières règles, pour les rassurer, les informer et également leur apporter en fait un outil de suivi du cycle simplifié par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, déjà pour leur permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe dans leur corps durant la puberté. En préparant cette interview, j'ai forcément beaucoup lu autour de ton travail, autour de Jamie, etc. Et tu pointais une forme de discontinuité en fait entre le suivi pédiatrique de l'enfant et le suivi par un médecin généraliste, médecin de famille, médecin traitant, des jeunes filles. Et finalement, il y a comme un point de rupture à ce moment-là qui est malheureux puisque c'est aussi le moment où les jeunes filles ont leurs premières règles et elles ne sont plus suivies par leur pédiatre, mais pas forcément encore suivies ou suffisamment en confiance avec un médecin traitant. Ça, tu l'observes toujours ? Oui, on l'observe. En fait, ça a été un constat qu'on a fait assez vite dans le développement de l'application. En fait, c'est que finalement,
le suivi de la santé de l'adolescent au global et de l'adolescente, puisque moi c'est ce qui m'intéresse avec Jamie, c'est que c'est très fragmenté. Donc quand elles ont jusqu'à 12-14 ans, on va chez le pédiatre. Ensuite, la première consultation chez le gynécologue arrive au moment où on commence à s'intéresser aux relations amoureuses et qu'on a potentiellement besoin d'avoir recours à une contraception. Donc ça arrive autour de 16, 17, 18 ans en fonction de la maturité et de la vie de l'ado. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la consultation chez le généraliste, mais on sait bien ce que ça veut dire. C'est des consultations qui sont de plus en plus courtes. On est souvent accompagné d'un parent. Et donc finalement, on se retrouve avec des jeunes filles qui sont suivies de façon épisodique. Et donc, il y a un vide que moi j'appelle médico-social, c'est-à-dire qu'entre chaque consultation, il ne se passe plus rien. Ou alors, quand il se passe quelque chose, c'est qu'elles vont sur Internet et les réseaux sociaux pour trouver des réponses à leurs questions. Et malheureusement, on sait qu'on trouve un peu tout sur les réseaux et que l'information qu'on y trouve n'est pas toujours vérifiée, validée. Et notre système de soins aujourd'hui tel qu'il est pensé, c'est qu'on va souvent voir un médecin parce qu'on a un problème, un symptôme, un souci, on tombe malade et on a besoin de voir un médecin, mais entre tout ça, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui reste également ? Il reste le système scolaire où malheureusement on n'apprend pas grand-chose, ou en tout cas de façon inégale d'un collège à un autre, d'un lycée à un autre. Et puis il y a les parents, et les parents ne sont pas toujours équipés, éduqués eux-mêmes pour aborder ces sujets-là avec leurs filles. Tu le disais à l'instant, les jeunes filles, si en conséquence de ce désert médical ou en tout cas de ces consultations fragmentées, elles vont avoir tendance à avoir recours aux réseaux sociaux, à aller chercher de l'information sur, j'imagine, TikTok, etc. Quel est le problème avec cette sorte d'information ? Est-ce qu'on a affaire à des infos qui ne sont pas forcément vérifiées comme tu l'évoquais ? Est-ce que ça peut aussi générer peut-être des fausses croyances, des préjugés ? Comment elles le vivent, les ados qui s'informent sur ces plateformes ? Alors, je pense qu'il y a une différence entre la façon dont elles le vivent et l'observation qu'on peut en faire quand on prend un peu de recul, qu'on a un petit peu... la capacité à trier les informations, avoir un peu d'esprit critique. Concrètement, elles le vivent comme une solution rapide, facile d'obtenir des réponses à leurs questions. Et ça leur permet aussi de rejoindre une communauté qui traverse les mêmes expériences, qui vont avoir les mêmes problèmes, typiquement les douleurs de règles, le SPM, les galères pour faire du sport avec les règles, etc. Donc en fait, elles ont le sentiment d'appartenir à une communauté, de se sentir un peu moins seules et d'avoir des conseils qui vont leur servir. Après, il y a des choses qui sont très bien faites. Il y a des professionnels de santé qui aujourd'hui prennent la parole, vulgarisent un petit peu certains sujets. Voilà, donc il y a des choses très pertinentes, très pro qui sont faites. Mais à contrario, il va y avoir des informations qui vont être données plutôt par des influenceurs qui n'ont aucune légitimité à prendre la parole sur ces sujets-là. Et parfois, les informations qui sont communiquées sont mauvaises, voire dangereuses. Encore une fois, les ados sont un peu livrés à elles-mêmes sur ces réseaux-là et en fait, on compte sur elles pour faire le tri entre la bonne et la mauvaise information. Nous, avec Jamie, on se positionne différemment. On leur propose une information fiable, vérifiée par des professionnels de santé et de façon continue. Donc, elles peuvent s'informer, s'éduquer à tout moment en ouvrant l'application. Donc, on vient aussi, nous... mettre un petit peu d'ordre dans l'info ou les infos ou les intox en fait qu'on trouve sur les réseaux, et on essaye de structurer un petit peu notre démarche parce qu'on est encore un peu jeune, donc dès qu'on peut on fait intervenir des professionnels de santé. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que, au regard des retours que tu as pu avoir, avec justement l'émergence des réseaux sociaux, cette capacité aussi à trouver des réponses plus ou moins justes et pertinentes, est-ce que le lien de transmission entre la mère et l'enfant, la mère et la fille, la mère et l'adolescente existe encore ? Est-ce qu'il s'est perdu ? Est-ce qu'il s'est érodé ? J'imagine que ça dépend aussi des foyers, des catégories socio-professionnelles peut-être aussi.
Ouais, c'est un excellent point. On voit les deux. Il y a des mamans qui sont extrêmement impliquées, qui suivent leurs filles, qui les accompagnent, qui partagent leur expérience qu'elles ont pu avoir durant l'adolescence, dans la gestion des premières règles, etc. Ou dans la gestion du bien-être et de la santé au global. Donc ça, ces ados ont beaucoup de chance d'avoir un parent très impliqué. On voit même aussi des papas, puisqu'il y a de plus en plus de familles monoparentales. Et à l'inverse, on va avoir des ados qui nous demandent des conseils pour adresser certains sujets à leur maman ou à leur papa. Donc on voit qu'il y a une inégalité qui est abyssale. Et puis en fonction des cultures, parce que Jamie est téléchargé dans plus de 100 pays aujourd'hui, on voit que dans certaines cultures, il y a un tabou encore extrêmement fort, extrêmement présent sur la santé féminine, sur les règles, voilà, avec tous les mythes qu'on connaît, que les règles c'est sale, que quand on a ces règles on ne va pas en cuisine, on cuisine pas, on doit s'isoler. Enfin, voilà, il y a vraiment encore des cultures où ça c'est encore très fort. Et donc nous, dans notre mission aussi, on se doit de rassurer ces ados, de leur expliquer que avoir ces règles, c'est un signe de bonne santé, que c'est quelque chose de positif d'avoir un cycle qui est là, de le suivre, etc. Donc on essaye un petit peu de briser ces tabous qui sont encore très présents et qui mènent la vie dure à tous les ados. 100 pays, c'est énorme. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé, imaginé quand tu as lancé l'app? Alors, partons du principe qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de campagne de communication, campagne de pub, et que la puissance de Jamie, c'est le bouche à oreille, et puis c'est toute l'énergie qu'on met aussi pour avoir une application qui corresponde vraiment aux usages des ados. Donc, je ne suis pas surprise que ça dépasse les frontières. En revanche, que ça aille jusqu'au Canada, où on parle les deux langues, l'anglais et le français. Je me dis qu'il y a des opportunités à créer, à développer, notamment dans ce pays-là. Donc, non, on est fiers, on est ravis. Bah oui, puis on traverse toutes oui, tu as absolument raison. Enfin, les premières règles, c'est une étape universelle. On passe toutes par cette étape-là. Quand c'est pas le cas, c'est qu'il y a possiblement un problème de santé à prendre en compte. Mais oui, voilà, tu as raison, c'est universel et c'est les mêmes doutes, les mêmes questions, les mêmes craintes et possiblement les mêmes symptômes à gérer. Donc, effectivement, cette éducation menstruelle doit traverser les frontières. Et justement, je voulais qu'on revienne sur l'application Jamie et la façon dont elle a été conçue, pensée. Tu le dis, la priorité, c'est l'usage que va en faire l'adolescente qui va la télécharger. Donc, il a fallu se mettre dans la peau de ces adolescentes. Comment est-ce que toi, tu as imaginé l'app? Quelles étaient les catégories qui te paraissaient indispensables? Comment ça a évolué aussi au fil du temps, des retours que tu as pu avoir et des échanges avec les ados? La première chose, en fait, c'est qu'on a énormément échangé avec des groupes d'adolescentes pour comprendre le besoin, comprendre ce qui ne leur convenait pas dans les applications existantes. Et donc, on est parti du constat que les premiers cycles menstruels sont irréguliers, évidemment. Donc ça, on n'apprend rien, mais c'est simplement que les fonctionnalités de suivi du cycle qu'on va trouver ailleurs, en fait, partent du principe que le cycle est régulier, qui fait en moyenne 28 jours, etc. Sur une ado, c'est chaotique. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des cycles qui vont durer 2 mois, puis 3 semaines, puis 1 mois, puis 2 semaines, et ça va durer comme ça pendant, en moyenne, 2 à 3 ans. Donc partir sur une régularité de 28 jours, ça n'a pas de sens pour une ado. Au contraire, ça vient créer de l'incompréhension, des doutes. Et puis, du coup, elles se demandent si elles sont normales, si elles n'ont pas un cycle de 28 jours. Donc nous, on les récupère avec pas mal d'incertitudes, de stress quand elles quittent les autres apps. Et donc nous, notre cycle est hyper simple. En fait, notre suivi du cycle leur permet finalement de créer des habitudes de suivi, de créer des réflexes. Donc, nous, on leur demande simplement de venir, à chaque fois qu'elles ont un jour de règle, de venir l'enregistrer. Donc, déjà, pour qu'elles prennent conscience de l'évolution de leur cycle, qu'elles accueillent, en fait, cette irrégularité du cycle, parce que ça va durer comme ça plusieurs années, et qu'elles puissent l'anticiper en repérant les symptômes les plus récurrents qu'elles vont avoir les quelques jours qui précèdent l'arrivée des règles. Donc, en loguant les jours de
règles et en loguant leurs symptômes, en fait, on leur donne des clés de compréhension. On leur permet aussi d'enregistrer le flux, l'abondance de leurs règles. Donc ça aussi, ça leur permet de dire, moi je sais que le premier jour de mes règles, c'est un flux léger, mais que les 2 jours qui suivent, c'est un flux abondant, voire très abondant, et qu'ensuite le flux diminue parce qu'on leur donne la possibilité d'identifier ça et de leur dire, voilà, prends en compte ce pattern ou ce flux qui se répète de mois en mois ou tous les 2 mois en fonction de son cycle pour qu'elle puisse se préparer un petit kit de règles pour avoir tout ce qu'il faut sous la main quand elle sortira de chez elle, soit pour aller à l'école ou en vacances ou au sport. Puis il y a une autre fonctionnalité qui leur permet de poser des questions parce qu'elles en ont des tonnes. C'est souvent des questions pratico-pratiques sur comment gérer mes règles au sport, à l'école, etc. Quelle protection utiliser? Est-ce que c'est normal ou pas normal d'avoir mal, etc. Donc nous, on vient pareil apporter une couche de réassurance et puis derrière, on leur permet potentiellement de détecter s'il y a un vrai problème de santé. Alors on ne se substitue pas à une consultation médicale. En revanche, ça leur permet d'arriver en consultation documentée grâce à Jamie parce qu'elles auront enregistré de l'information en lien avec leurs règles ou d'autres problèmes comme des problèmes de peau, avec des soucis d'acné, etc., etc. Oui, ça leur permet aussi en fait de sonner l'alerte et juste de ne pas prendre pour acquis ce qui se passe et d'être dans une démarche aussi active à l'écoute de leur corps et d'aller poser les questions à des professionnels de santé. Surtout qu'on le sait, mais il y a évidemment beaucoup de pathologies autour de la santé menstruelle. Je pense à l'endométriose, l'adénomiose, le SOPK et plein d'autres choses. Donc j'imagine que vous avez aussi un rôle à jouer, comme tu l'expliquais, dans la détection ou en tout cas l'accompagnement à mieux détecter ces potentielles pathologies. Aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on leur permet déjà, c'est de prendre conscience quand par exemple, le flux des règles est trop abondant. Donc, les règles abondantes et hémorragiques, c'est un problème qu'il faut savoir détecter tôt et prendre en charge très tôt. Donc, nous, on leur permet déjà d'identifier ça. On leur permet également de mesurer la douleur de leurs règles, donc les douleurs menstruelles. Et derrière, on accompagne cette fonctionnalité de contenu pédagogique en leur faisant prendre conscience que d'avoir mal, ce n'est pas normal. Donc, on a tendance à normaliser la douleur, souvent parce que soit la maman, la grand-mère peut avoir ce type de message à la maison sur « moi aussi j'ai eu mal, prends sur toi ma fille, c'est pas grave, prends un Doliprane ou un Spasfon, ça ira mieux ». Alors, ça peut être géré comme ça quand c'est des douleurs qui peuvent se gérer assez facilement. En revanche, quand c'est trop fréquent et que ça impacte le quotidien de la jeune fille, donc ça l'empêche d'aller à l'école, donc d'avoir une scolarité normale, que ça l'empêche d'aller à ses cours de sport, que ça l'empêche d'avoir une vie sociale et que la gamine se retrouve au fond de son lit tordue de douleur, ça c'est pas normal. Et donc, nous, on essaye d'apporter ce message. On martèle d'ailleurs ce message de ne pas banaliser ça, d'utiliser notre application pour suivre ça et de consulter un médecin dès que il y a un impact sur le quotidien. Et alors, on travaille avec des professionnels de santé, notamment avec un médecin spécialiste des règles hémorragiques qui nous a aidés notamment à bâtir cette fonctionnalité sur l'abondance des règles et les douleurs menstruelles. Donc voilà, on essaye vraiment petit à petit d'aller vers des fonctionnalités un peu plus poussées, mais pour permettre aux ados de prendre conscience et ensuite de les flécher vers les bons professionnels de santé. Évidemment, le risque aussi, c'est de tomber dans le trop anxiogène ou l'autodiagnostic où tout le monde s'improvise médecin, etc. C'est pas non plus l'idée, bien entendu. Comment est-ce que vous parvenez chez Jamie? Comment est-ce que toi, tu as travaillé pour réussir à maintenir cet équilibre, justement, pour que l'ado, elle prenne quand même du plaisir, qu'elle soit à l'écoute de son corps, mais que ce ne soit pas trop anxiogène, parce qu'on le sait, ça peut être... tout est déjà tellement nouveau. Ouais. On vit pas forcément la même chose que ses copines au même moment. On le vit pas de la même façon non plus. C'est pas évident et il faut pas basculer non plus dans la psychose et dans la crainte permanente. Ouais, très bon point. Et ça, c'est assez difficile de trouver ce juste équilibre
entre ce qu'on va trouver par exemple sur TikTok avec les hooks hyper accrocheurs qui retiennent ton attention justement parce qu'on va jouer sur la peur. Donc nous, on fait différemment. On sait déjà que la gestion du cycle, avoir ses règles, c'est un stress pour les ados. Donc nous, on part des questions des ados qui nous sont posées pour y apporter des réponses avec des éléments de réassurance et avec des conseils et astuces pour mieux traiter un problème, un symptôme ou la gestion de ces règles. Donc voilà, et ensuite on s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir des incompréhensions sur des discours qui sont parfois trop médicaux. Et donc nous, on adapte en fait notre communication à une cible adolescente en essayant de vulgariser un petit peu le propos, d'éviter le jargon trop médical, d'utiliser un vocabulaire accessible avec toujours cette approche pédagogique éducative vérifiée par des professionnels de santé. Donc ça, c'est la façon qu'on a d'aborder le sujet. Et puis, on essaye aussi d'apporter des exemples très concrets. Donc soit moi, mon partage d'expérience, puisque Jamie est très incarné, les adolescentes savent qui est derrière Jamie, ou soit par des conseils de médecins assez simplifiés. Et puis à chaque fois, on fait toujours ce renvoi vers un adulte de confiance, donc soit un parent, une infirmière scolaire ou un pharmacien, voire vers un professionnel de santé, si encore une fois l'adolescente est très contrariée ou a des fortes douleurs ou des symptômes qu'elle n'arrive pas à gérer seule ou avec ses parents. Donc on a cette posture finalement d'intermédiaire, de relais de confiance à la fois entre le parent et le professionnel de santé. Ce qui est essentiel pour justement les adolescentes et pour cet accompagnement comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il existe encore dans nos sociétés, alors on va peut-être rester sur notre société ici en France, en Europe, un tabou autour des menstruations, autour des règles? Est-ce que peut-être les réseaux sociaux ont permis de lever certains tabous? Moi, j'ai eu mes règles, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Donc forcément, je me demande, est-ce que ça a changé? Comment ça a changé? Est-ce que, toi, tu as l'impression qu'il reste encore quand même un tabou? Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs publics ou privés qui s'emparent de ces sujets et qui prennent la parole. Donc ça, tant mieux, c'est positif. Plus il y a de prise de parole autour de ces sujets-là, et mieux ça permettra finalement de faire tomber ces tabous qui ont qui sont encore trop présents à mon goût. Donc les prises de parole augmentent. Ce que j'observe aussi, c'est que les ados entre elles, en fait, en discutent beaucoup. Elles se partagent des astuces, des conseils, des marques, des produits qu'elles ont repérés, soit sur Jamie, soit sur les réseaux. Donc déjà, entre elles, il y a quand même une libération de la parole, et je trouve ça génial. Après, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont menées. Il y a quand même ce programme, le fameux programme EVARS, qui a quand même un module, un chapitre qui va être dédié à ça, aux menstruations. Il y a beaucoup d'associations qui prennent la parole, mais encore une fois, ça reste très épisodique, il faut vraiment aller soi-même aller au-devant, en fait, aller chercher ces informations-là. Donc, on attend de l'ado ou de la famille d'être proactive, en fait, dans la recherche de l'information, alors que on devrait apporter l'éducation à l'école et à la maison. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait avec Jamie, c'est d'être cet outil qui sera dans la poche des ados, avec pour mission principale de faire en sorte que Jamie soit entre les mains de toutes les adolescentes. Mais ça bouge, ça prend du temps, car on va tous dans la bonne direction.
C'est la chanteuse Marguerite, il y a quelque temps, qui, sur scène, a dit c'est mon premier jour de règle, je suis désolée. Enfin, elle s'est pas excusée d'ailleurs, mais elle a juste dit c'est mon premier jour de règle, j'ai très mal au ventre, soyez indulgents ou quelque chose comme ça. Et effectivement, des prises de parole aussi de personnalités publiques. On imagine aussi d'influenceuses, de youtubeuses, etc. Ça contribue quand même à apporter un autre regard et un autre éclairage sur cette période qu'on traverse toutes. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une idée reçue qui persiste, qui, tu vois, comme si elle était gravée dans le marbre, qu'on n'arrivait pas à s'en défaire, quelque chose qui serait systématique ou presque dès lors qu'on évoque les règles et la santé menstruelle des adolescentes? Il y en a deux. Alors déjà, on en parlait tout à l'heure, c'est la banalisation de la douleur. C'est, voilà, j'ai mal, c'est normal, je dois attendre, je serre les dents, j'attends que ça passe et ça ira mieux dans 4 jours, 5 jours quand mes règles seront terminées. Et ça, ça, on a beaucoup de mal à expliquer que non, ce n'est pas normal d'être plié en deux pendant ces règles et qu'il y a des solutions qui existent, faut pas hésiter à aller voir un professionnel de santé justement pour avoir le bon traitement, pour soulager les douleurs, parce que ce n'est pas normal d'avoir mal, encore une fois. Et il y a l'idée que les règles, c'est sale. Et que donc il faut se cacher, donc ça pareil, il faut vraiment expliquer que avoir ses règles c'est un signe vital, c'est un signe de bonne santé et que c'est normal d'avoir ses règles, c'est que le corps fonctionne bien. Et que non, ce n'est pas sale. Il faut savoir accueillir ça aussi. Donc ça, pareil, c'est un mythe qu'il faut essayer de faire tomber et on y contribue dans Jamie. Génial, et on vous fait confiance, bien entendu. En préparant cet épisode, je suis tombée sur une étude menée par la MGEN qui, je t'avoue, m'a quand même laissée pantoise et j'ai ressenti presque un profond sentiment d'injustice en la découvrant, puisque les chiffres qui ont été extraits de cette étude révèlent que 55% des adolescentes voient leurs règles comme un frein à une pratique sportive. Et en fait, dans l'étude, ils vont plus loin puisqu'ils observent qu'effectivement, après l'arrivée des règles, il y a un véritable écart qui se crée entre la pratique sportive chez les garçons et la pratique sportive chez les jeunes filles qui est en profonde diminution. Évidemment que c'est révoltant, qu'on a envie de se dire que les règles ne vont pas nous empêcher de faire du sport. On sait l'importance du sport dans la vie pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, pour avoir une meilleure santé mentale, etc. C'est vraiment indispensable à notre existence d'humain et d'humaine. Est-ce que toi, tu as échangé avec des adolescentes sur ces sujets autour du sport et des règles ? Puisque dans les questions que nous recevons, revient souvent celle de « j'ai mes règles, est-ce que je peux faire du sport ?» J'ai mes règles, comment demander à ma maman une dispense pour ne pas aller à mon cours de sport? Donc il y a déjà ce réflexe de se dire avoir ses règles égale ne pas faire de sport. Donc il y a ce premier frein qu'on constate. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a un stress de pratiquer un sport, n'importe lequel, pendant ces règles, puisque elles ne savent pas quelle protection utiliser. Elles ont peur de se tacher, elles ont peur que ce soit visible, elles ont peur que le coach ou le professeur de PS ne leur permettent pas d'aller aux toilettes pour se changer. Donc, il y a une peur de mal gérer ou de ne pas savoir gérer ces règles pendant une séance de sport. Donc, il y a une vraie responsabilité là aussi, à la fois des clubs de sport comme des profs de PS, de prendre ça en compte, de mettre les jeunes filles à l'aise et en confiance pour leur dire qu'elles elles peuvent se rendre aux toilettes quand elles le souhaitent, etc. Et après, il y a une méconnaissance des protections qui existent, notamment dans les protections comme les culottes menstruelles, les shorties menstruels, les leggings menstruels, les maillots de bain menstruels. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas d'équipements sportifs qui existent,
notamment grâce à toutes ces startups femtech qui se lancent et qui innovent dans ce domaine-là. Et nous, on a fait justement, on fait pas mal de petits sondages dans notre app. Et en fait, il y a 55% des ados qui disent qu'elles ne connaissent pas ces protections-là. Et d'ailleurs, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à partir de septembre, pour les moins de 26 ans, la culotte menstruelle sera remboursée. Et la cup aussi, je crois. Donc ça, c'est une super nouvelle. Mais pareil, nous, quand on pose la question aux ados sur cette nouvelle loi et l'accès aux culottes menstruelles qui va sortir sur ce remboursement, elles ne le savent pas non plus. Donc il y a aussi un problème de diffusion de l'information qui n'est pas assez fort à mon goût. Et donc, encore une fois, avec Jamie, on essaye de relayer ces informations qui sont importantes et qui devraient permettre de réduire un tout petit peu les inégalités face à l'accès aux protections hygiéniques et menstruelles. Mais comme tu le disais, encore faut-il être au courant que ça existe, parce que c'est effectivement une très belle nouvelle et une belle opportunité aussi pour les jeunes filles d'être plus à l'aise en période de règles, de pouvoir pratiquer un sport, etc. Donc c'est très important, mais effectivement, il faut que l'info circule. Tu le disais, il y a aussi un devoir, j'y vois là, un devoir de la part du corps enseignant, des coachs sportifs, de mettre à l'aise ces jeunes filles. Est-ce que y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites ? Est-ce qu'on les éveille à ces sujets-là ? On rappelle l'importance pour les jeunes filles d'être dans un espace safe, en fait ? Enfin, sur ce point-là, je dirais que si on reste dans le sport, je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'éducation des coachs et sur la prise en compte en fait, du cycle menstruel des jeunes filles, même si il faut malgré tout les encourager à rester dans le sport et à continuer la pratique sportive, puisque en fait il y a une statistique, alors je la retrouve plus, on pourra la retrouver plus tard et la mettre en commentaire du podcast, mais qui dit que le sport en fait permettrait de soulager les douleurs de règles. Alors bien évidemment il y a douleur et douleur, mais dans les douleurs qui sont légères, les inconforts, le sport serait bénéfique. Après on peut aussi adapter sa pratique sportive en fonction de ces phases du cycle, mais en règle générale, on a plutôt tendance à encourager l'ado à maintenir le sport et à encourager le coach sportif à encourager justement la jeune fille à rester, tout en prenant en compte aussi ça. Et en fonction, nous on a des ados qui font du sport de haut niveau. Et donc là, manquer un entraînement, c'est compliqué. Ne pas aller à une compétition parce qu'on a ses règles, c'est potentiellement le risque de rester sur le banc de touche. Donc il y a je pense que c'est multidimensionnel. Il faut prendre en compte l'ado, le coaching, l'équipement et faire en sorte que tout ça s'intègre finalement dans une démarche de prise en compte en fait de la santé de la jeune fille et des freins qu'elle peut avoir, tout en l'encourageant à rester. Donc cet équilibre il est complexe, mais là on envisage, on discute avec un club de sport pour essayer justement de mettre en place une sorte de pilote pour travailler main dans la main avec un coach sportif et Jamie pour apporter les outils, les conseils, les équipements nécessaires à ces jeunes filles pour les maintenir dans le sport. Donc en fait, tout seul, on va pas y arriver. L'ado toute seule non plus. Mais si tout le monde se donne la main et que tout le monde est dans ce même objectif de santé, bien-être, garder les jeunes filles actives, on va y arriver. Mais encore une fois, on est encore au début de cette mission. Donc, on essaye de poser la première pierre et on verra qui a envie de nous suivre. Il faut vraiment que tous les acteurs impliqués en fait dans la vie de ces adolescentes puissent communiquer entre eux pour que ça puisse faire effet de levier et que l'information circule au maximum, bien entendu. Merci beaucoup Éléonore pour ces précisions, c'est très intéressant de comprendre un peu comment est-ce que cela fonctionne pour les jeunes adolescentes, comment est-ce qu'elles accèdent à l'information aussi, et le travail qu'on peut faire nous en étant tout à fait aussi extérieurs à ces situations,
sûrement que parmi les auditeurs et auditrices de Basilic, il y en a qui ne sont ni parents d'ados, qui n'ont pas d'ados autour d'eux. Pour autant, il y a un vrai travail d'éducation et petit à petit, grâce au bouche à oreille, de faire circuler l'info, de la partager. C'est aussi comme ça qu'on transforme nos sociétés et on en a besoin de cette transformation puisqu'elle s'avérera essentielle. Aujourd'hui, toi, tu échanges donc à la fois avec des adolescentes, à la fois avec des parents. Est-ce que tu as un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent, qui soit sont parents d'ados ou peut-être tonton, tata, de jeunes ados, un conseil pour les accompagner au mieux dans cette période de transformation? Alors évidemment, télécharger Jamie, mais est-ce que tu as d'autres conseils? Oui, alors je pense que c'est... Alors l'adolescence, c'est une période compliquée où parfois, malheureusement, le lien parent-ado peut un petit peu se détériorer et que c'est parfois compliqué d'adresser des sujets qui relèvent de l'intime. Les règles en font partie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des outils, sur des livres, sur des BD, sur des séries, sur des films qui abordent ces sujets-là et qui sont plutôt bien faits pour se créer des opportunités d'échange et de discussion sur des sujets de santé, que ce soit d'ailleurs sur les règles, mais ça peut être sur la santé mentale, ça peut être sur tout un tas de sujets. Voilà. Et puis après, pour en revenir à Jamie, Jamie, ça peut être un outil. Je le disais tout à l'heure, c'est un relais de confiance pour les parents, pour plein de raisons, parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont impliqués. Mais ça peut être un outil qui permet justement d'engager les conversations. Les parents peuvent prendre à la main de leur ado pour leur montrer comment utiliser l'application. Pourquoi c'est important de suivre son cycle, pourquoi c'est important de repérer ses symptômes, enfin voilà, de lui permettre finalement de créer des réflexes de santé et de bien-être qui feront que quand l'ado arrivera à l'âge adulte, en fait, elle sera déjà éclairée sur sa santé. Outillée. Et puis après, moi, il y a deux chiffres que je regarde, qu'on suit de près avec Jamie, c'est l'impact qu'on a, parce que c'est bien beau de créer des applications, mais si derrière, il n'y a pas d'impact. Nous, il y a 80% de nos ados qui utilisent l'appli, qui se disent rassurés grâce à l'application. Donc ça, on en est super fiers. Et 73% d'entre elles confirment en fait qu'elles savent maintenant comment suivre leur cycle et pourquoi c'est important de le faire. Donc, on est déjà en train de remplir notre mission et on a hâte d'aller plus loin pour les accompagner sur d'autres sujets santé. Génial. Merci beaucoup, Éléonore, d'être venue en parler au micro de Basilic. C'était très intéressant. Et chez Basilic, la mission, c'est aussi de construire des nouveaux récits, d'imaginer des sociétés qui correspondent davantage aux idéaux dont on a envie. Et je pense qu'avoir des jeunes filles informées, éveillées à ces sujets, avec un parcours médical le moins fragmenté possible, avec un suivi qui soit optimum, à la fois à la maison, à l'école, dans les cabinets médicaux, c'est tout ce qu'on souhaite en fait pour l'avenir. Donc merci beaucoup d'y contribuer, d'apporter ta pierre à l'édifice. Et on avance sur ce chemin. Génial. Merci de m'avoir donné la parole, Jeanne, et à très bientôt. Et j'espère que cet épisode plaira à tes auditeurs. Mais bien sûr, merci. À bientôt. Un immense merci à Natracare d'avoir soutenu et co-conçu avec moi cet épisode. Si vous êtes à la recherche de protection périodique bio et saine pour votre santé, rendez-vous sur Natracare.